parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les crivines, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ah, va l'État policier, ah, va l'État policier, ah, va l'État policier. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbouzes, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des beaux-arts jusqu'à Nanterre. Ah, va l'État policier, ah, va l'État policier, ah, va l'État policier. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. Ah, va l'État policier, ah, va l'État policier, ah, va l'État policier. Voilà quelques dizaines d'années que tous les mouvements sociaux en France sont voués à l'échec. Face à un pouvoir qui déroule un agenda ouvertement libéral, les militants ne sont plus condamnés qu'à une posture défensive. Pourtant, de l'argent magique, il y en a pour nourrir les dividendes toujours croissants des actionnaires. Et il y en a aussi pour donner des moyens aux dépositaires de la violence dite légitime, quand bien même ceux-ci se plaignent de ne jamais en avoir assez. Mais dans l'expression violence légitime, on désigne également en négatif une violence qui serait illégitime. La violence des quartiers populaires qui se révoltent après la mort d'un jeune de banlieue tué par la police, la violence des salariés à qui on annonce qu'ils et elles sont licenciés, qui séquestrent un patron ou déchirent la chemise d'un DRH. Cette notion de violence légitime dissimule également toute la violence de la domination sociale envers les soi-disant minorités qui ne jouissent pas des privilèges de l'homme blanc, hétéro, cisgenre, valide et de tradition chrétienne, pourtant lui-même minoritaire face à toutes celles et ceux qui ne cochent pas ces critères. Cette violence de la domination sociale, c'est le point de départ de la fameuse citation du Brésilien Helder Camara, surnommé l'évêque rouge, qui dénonce l'asymétrie de la violence sociale qui accroît les inégalités, attisant la violence révolutionnaire, mais qui dispose également de la violence répressive pour éteindre ces feux de révolte. Que ce soit par l'invisibilisation, la disqualification, la falsification de l'histoire, ou plus directement par des coups de matraque, des tirs de LBD ou des clés d'étranglement. Une domination qui disqualifie les théoriciens de la violence révolutionnaire, de Robespierre à Frantz Fanon. Une domination qui efface les noms de ces figures jugées trop sulfureuses pour élever au pinacle des idoles pacifistes, tout en gommant les liens souvent réels entre les deux. Une domination qui presse chaque acteur du spectacle médiatique de condamner les violences populaires. Une pensée pour les familles des vitrines qui fait diversion pour ne pas montrer la réalité des violences systémiques ou policières. Ce soir, Radio Pirate part à l'abordage d'un sujet parmi les moins consensuels chez les militants et les militantes, celui de la violence revendicative. Avec Théo, nous allons essayer de vous introduire ce sujet sous un angle historique pour questionner cette disqualification de la violence par principe, montrer en quoi cet angle mort stratégique est une erreur et en quoi le dogme de la non-violence mène nos combats à l'échec. Est-ce qu'ils sont, ils, elles, là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez? Radio. Pour commencer, je vais faire un petit disclaimer parce que notre émission part d'un ouvrage qui est un petit peu connu dans les milieux militants, qui est des ouvrages de Peter Gilderlos et aussi les ouvrages de Harik McBay. Il faut savoir qu'en France, ces ouvrages ont été traduits et édités par une maison qui s'appelle les Éditions Libres. Or, cette maison d'édition est menée par des personnes qui ont notamment développé en France un mouvement qui s'appelle Deep Green Resistance et qui est connu pour critiquer la civilisation. Ce mouvement, Deep Green Resistance, tient des propos ouvertement transphobes et putophobes, notamment en faisant des raccourcis théoriques sur lesquels je vais pas m'étaler. Mais c'est
notamment ces raisons pour lesquelles ces deux auteurs, Peter Gelderloos et Eric McBay, ont pris leur distance avec cette organisation Deep Green Resistance, malgré qu'il soit publié en France par une résurgence de ce mouvement. Alors si ces questions de putophobie et de transphobie ne sont pas les sujets de ce soir, c'est un sujet de fond chez Radio Pirate et c'est un sujet contre lequel on lutte chez Radio Pirate. Donc ni Théo ni moi ne nous associons à ces discours et je condamne pour ma part très clairement ces positions. Aussi, on va parler de ces ouvrages, mais si vous souhaitez vous les procurer, je vous invite personnellement à ne pas donner d'argent à cet éditeur. En somme, soyez pirate. Théo, tu avais aussi un petit avant-propos que tu voulais faire ? Très bien. Donc, pour rebondir, je peux aussi préciser que le texte de Peter Gelderloos, La non-violence protège l'État, est disponible gratuitement sur le net avec des recherches et avec l'aval de l'auteur. Ouais. Moi, je voulais faire un premier préambule parce qu'en fait, ici, ce soir, on va traiter d'une question qui est sans doute très épineuse, qui peut heurter beaucoup de gens, et notamment, je pense, d'abord les primo-militants, les gens qui ne militent pas, et aussi toute cette nouvelle vague de militants qui, avec plein de courage et d'énergie, vont grossir les rangs d'associations comme Action Rébellion, Alternativa ou d'autres ONG, si vous voulez, qui ont une ligne qui est tout le temps pacifiste et dogmatique. Le but de cette émission, c'est évidemment de ne pas blâmer les individus dans leur pratique. Parler de la question de la violence, c'est pas du tout, en fait, si vous voulez, inciter les gens à commettre directement eux-mêmes des violences ou s'en sentir capables. C'est juste pouvoir développer, en fait, un débat et une idée de fond sur l'efficacité des moyens politiques qu'on met en œuvre. Donc, on pourra signer quelques maladresses éventuellement, mais le but, c'est vraiment, encore une fois, ce n'est pas de s'attaquer aux personnes et de classer entre ceux qui seraient courageux pour aller se battre et ceux qui ne le seraient pas. Voilà. Donc, pour une première partie, on voulait développer un thème qui est la violence n'existe pas. Pour développer ce thème-là, tu posais la question, Théo, est-ce qu'on peut donner une définition universelle à la violence ? Oui, est-ce qu'on peut avoir une définition catégorique exacte de ce qu'est la violence, en fait ? Et d'après Peter Gelderloos et son ouvrage, en fait, on s'aperçoit très vite que non. Parce qu'en fait, la violence n'est pas quelque chose qui existe à proprement parler. En fait, c'est une catégorisation. C'est ce qu'on appelle, je te coupe, c'est ce qu'on appelle un signifiant creux en rhétorique, en fait. C'est quelque chose qui permet d'avoir un nuage, qui est quelque chose qui n'est pas tangible au final. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, bien sûr. Mais c'est exactement ça, c'est qu'en fait, si on va parler de la violence telle qu'on l'emploie et telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est souvent l'État qui va parler de violence. Alors, il y a d'une part, comme on l'a vu dans le préambule, la violence qui est qualifiée comme légitime, c'est-à-dire la violence qui émane de l'État via son bras armé, et les autres formes de violence qui ne seraient pas légitimes. Peter Gelderloos, il a réalisé cette expérience en fait avec un petit groupe, c'est de savoir en fait comment on qualifie et comment on définit ce qui est violent et ce qui ne l'est pas. Et il y a un très beau paradoxe, c'est par exemple, on va imaginer une entreprise qui serait très polluante. Qu'est-ce qui est le plus violent ? Est-ce que c'est de manifester pacifiquement devant cette entreprise pendant 10 ans, ou est-ce que c'est de mener un mouvement, une action concrète pour la mettre hors d'état de nuire et en fait préserver la vie de peut-être de centaines de milliers de personnes, voire peut-être même de 2 millions, qui sait. Du coup, là, on s'aperçoit qu'en fait, la violence, c'est une catégorisation qui est très attachée à nos représentations émotives et émotionnelles. C'est qu'en fait, on est dans une société qui propose une version très spectaculaire de la violence. La violence, dernièrement, par exemple, c'est surtout celle des casseurs en manifestation. Et c'est aussi la violence qui rattrape la police, car elle connaît un discrédit de plus en plus grand vis-à-vis de ses dernières opérations. Tout à fait. Après, on a tendance aussi à ne pas qualifier de violence, par exemple, justement, les violences d'État, les violences policières, alors que typiquement, comme je le disais dans le petit édito, on va avoir une violence de manifestation qui va être une violence souvent symbolique, qui va être souvent des dégradations matérielles en réalité, alors qu'en retour, la violence de l'État
la violence des forces de l'ordre, elle mutile, elle tue des gens concrètement, mais ça, on ne le qualifie de violence. Enfin, on l'a entendu de la part de Macron il y a quelques semaines, mais au bout de combien de batailles pour arriver à avoir ce terme, pour arriver à avoir une légitimité de ce terme de violence policière, et au bout de combien de blessés et de combien de morts. C'est depuis, enfin, l'affaire Adama fait beaucoup de bruit, mais le mouvement, c'est la police assassine, c'est quelque chose qui date, qui a recensé des victimes de violences policières, des victimes d'assassinats policiers, mais on ne qualifie pas ça, enfin, les médias ne qualifient pas ça de violence. On parle de violence uniquement pour parler des banlieues, parler des manifestants, pour parler des salariés, comme je le disais aussi en édito. C'est toujours la violence est populaire, mais l'État, lui, ne serait pas violent, serait un espèce d'agent neutre qui remet, qui se contente de remettre les choses en place. Mais c'est illusoire. C'est illusoire. Cette violence, elle existe, quoi. Enfin, cette violence, elle n'est pas qualifiée de violence alors qu'elle est complètement asymétrique en plus. Oui, parce qu'en fait, si on peut comprendre, le pouvoir, il va toujours avoir un discours, on va dire, très possessif sur la question de la violence et sur sa distribution. Et en fait, on arrive à des contrastes où, par exemple, je me rappelle qu'une association comme Extinction Rebellion avait commis un événement, une sorte d'happening ou je ne sais quoi, précisément non violent, qui utilisait des méthodes pacifistes et non violentes. Et la première réaction de Ségolène Royal, ça a été de qualifier ce mouvement-là de violent, parce qu'en fait, il y avait quand même, on va dire, dans leur démonstration, il y avait une forme de violence symbolique qui était à même d'heurter des gens très de gauche comme Ségolène Royal, par exemple. Très de gauche, Ségolène Royal. Des gens très de gauche. Oui, c'est toujours, ça, on retrouve. Et d'un autre côté, voilà, c'est Ségolène Royal qui est d'une tradition militaire, qui est une figure, enfin même si c'est une femme, qui est d'un espèce de paternalisme, comment dire, patenté, je trouve. Ce qu'on comprend avec, sans vouloir cibler spécifiquement forcément Ségolène Royal, parce que c'est un peu facile, mais j'ai quand même deux exemples qui sont ces deux exemples que je vais mettre en relation, c'est aussi que Ségolène Royal s'était félicité de l'action des policiers qui avaient mis des jeunes de banlieue les genoux à terre et qui avaient commenté enfin une classe qui se tient sage, et Ségolène Royal était ravie de cette action. Donc pour le coup, on avait donc des policiers qui forçaient des jeunes à se mettre à genoux, et là ce n'était pas violent, c'était civique et normal, alors que quand c'était des manifestants d'Extinction Rebellion qui refusaient, il me semble, d'être emportés par la police en se mettant à genoux, en essayant de s'accrocher entre eux, des méthodes qui sont généralement malheureusement très peu efficaces, elle avait qualifié cet événement-là de violent. Donc en fait, la violence, c'est vraiment une catégorisation, c'est vraiment une narration en elle-même. C'est ça. Et ce qui nous permet de... Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer le mot violence, parce que ça correspond à une réalité, on va dire, qui est émotionnelle. Mais en fait, on ne peut pas, cependant, n'accepter de voir qu'une seule violence et omettre toutes les autres dans notre engagement, en fait. Et c'est ça qui coûte, et c'est là-dessus qu'on va venir ensuite sur la question de la non-violence, et pourquoi la question de la non-violence, elle nous embête beaucoup comme position militante. C'est parce qu'en fait, à partir de là, on va catégoriser ce qui mérite d'être traité, ce qui ne mérite pas de l'être. Et pour enchaîner, donc, je dirais que pour la question de ce qu'est la non-violence, on a l'Occident a deux figures majeures qu'il aime bien, on va dire, s'accaparer, s'approprier et balancer sur le tas, mais vraiment, hein, dans les mouvements militants, avec c'est un brin raciste, c'est Martin Luther King et Gandhi qui seraient des exemples de la non-violence qui aboutit et qui, comment dire, qui emporte tout avec elle et qui réussit à triompher.
Cette lecture-là, c'est quand même très drôle de se dire que c'est quand même deux figures qui luttaient directement contre un système organisé par l'Occident, donc l'Inde contre l'appartenance anglaise et aux États-Unis, MLK pour les droits civiques. Donc comment dire, manifestations d'État en fait, et que aujourd'hui on les récupère allègrement et on a comme fait un peu notre, on les a un peu rapprochés de nous, c'est qu'on les a intégrés dans notre histoire parce qu'en fait justement c'est ceux qui étaient vus comme les moins dangereux, le plus le modèle à suivre, alors qu'en fait juste parler de MLK tout seul et parler de Gandhi tout seul, ça n'a aucun sens parce que déjà les deux n'étaient pas de leur côté des pacifistes convaincus. MLK, il faut savoir que par exemple lui, il dialoguait avec des associations qui étaient aussi violentes, qui avaient recours à la violence. Et on ne peut pas penser le mouvement des droits civiques, par exemple, sans les Black Panthers. Sans Malcolm X. Non, c'est impossible. Et Gandhi, tout autant, Gandhi, sur le terrain de l'action et sur son mouvement à lui, il montrait comment dire, un vœu pacifique, mais il y avait aussi des mouvements en Inde derrière qui soutenaient la révolte et la lutte, qui ont permis en fait si vous voulez, l'Angleterre, elle a trouvé un axe avec Gandhi, comment se sortir les mains propres de la question de l'impérialisme britannique, quoi. Tout à fait. Et on oublie, enfin, tu dis, il y avait d'autres mouvements, mais qui menaient la lutte, enfin, qui menaient également la lutte en parallèle du mouvement des mouvements de Gandhi, mais qui menaient notamment la lutte armée, la lutte par le fait et par les bombes à proprement parler. J'ai plus les noms en tête malheureusement, mais il y a beaucoup de propagandistes de l'anarchie indienne qui sont oubliés derrière Gandhi, qui sont effacés derrière l'image christique de Gandhi, alors que Gandhi n'est qu'un représentant parmi d'autres, en définitive. Et on parle souvent de la marche du sel comme étant le déclencheur comme étant l'événement qui a fait l'indépendance indienne, mais entre la marche du sel, si je n'ai pas de mémoire, c'était en 1830, dans les années 30, je ne vais pas dire de bêtises, l'indépendance de l'Inde, c'est 1946, donc entre les années 30 et 1946, on a quand même un petit écart de temps qui se passe. Bon, il y a un petit événement qui s'appelle la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas non plus un déclenchement, instantané, loin de là. C'est juste que entre l'Inde et le Pakistan, en Inde, la situation devenait tellement intenable entre les différentes religions, les différentes ethnies, que ça s'est fini en 1946 sur un bain de sang. Et c'est cet événement-là qui a fait que les communautés, si je ne dis pas de bêtises, hindoues et musulmanes sont rentrées en conflit ouvert. L'Angleterre n'arrivait absolument plus à tenir les rênes et ils ont été obligés de donner l'indépendance à l'Inde pour arriver à résoudre cette question en taillant une frontière et en déportant d'ailleurs beaucoup de populations. Donc c'est pas juste la marche du sel, cet événement pacifiste et érigé au pinacle qui a fait l'indépendance, non, loin de là. On efface une bonne partie, une grosse partie de violence militante et en acte, religieux, typiquement. Pour rebondir là-dessus, par exemple, c'est la façon dont on nous enseigne les droits civiques aux États-Unis dès l'école primaire, au collège également en France. C'est qu'on nous parle de Rosa Parks, qui ce serait en fait c'est très gentiment, hein, c'est dit qu'en fait elle aurait refusé de laisser sa place à un blanc à l'avant du bus. Donc, quand on lit ça, on se dit qu'en fait, un jour, il y a une personne qui en a eu marre, et là, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et comme l'État est forcément raisonnable et veut le bien de tout le monde, ce qui se passe d'emblée, c'est que les mouvements civiques ont été adoptés, alors qu'en fait, pas du tout, c'était des activistes, et en fait, elle ne montait pas dans un bus parce qu'elle avait besoin d'aller
tel à tel endroit, mais pour faire, enfin, c'était une des méthodes d'action employées par cette personne à l'époque, en fait. Et donc, c'était une activiste, c'était une militante, c'était quelqu'un qui s'exposait à des risques. Et manière, en fait, la façon dont l'Occident, notamment la France, recycle et réinvente, en fait, quelque part, ces luttes-là, c'est toujours pour les placer dans un contexte toujours qui est vraiment non violent. C'est juste qu'on peut présenter son désaccord avec la société, mais ça s'arrête à cette simple expression. C'est ça. Il faut que le discours soit jugulé à l'expression simple et non violente, sans résistance, sans opposer même de figures d'autodéfense, comme on parlait du Black Panther Party un petit peu plus tôt. C'est typiquement c'est un mouvement à la base, le Black Panther Party, c'est un mouvement d'autodéfense armé. Pour défendre les populations racisées aux États-Unis dans ces années-là. Et c'est pas un mouvement de lutte actif. Enfin, c'est pas un mouvement de lutte, comment dire, qui menait des actions d'attaque, mais qui s'était forgé en mouvement d'autodéfense et qui avait une continuité aussi stratégique avec d'autres actions de soupe populaire, de distribution de ressources aux populations. C'est développé dans un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Se défendre par Elsa Dorlin. Et où on voit tout cet éventail stratégique, tout ce spectre de la résistance, pour reprendre les mots d'Aric McBay, dont le bouquin a récemment été traduit. C'est quelque chose qu'on passe complètement sous silence. Complètement. Alors, dans le chat, on nous dit... Ah, pardon, vas-y. Je dis dans le chat, on nous dit c'est aussi parce que tout doit rester dans le débat d'idées, il ne faut surtout pas qu'on rentre dans les confrontations matérielles. Oui, effectivement, c'est les confrontations matérielles sont problématiques, sont disqualifiées en fait, de base. En fait, on arrive à cette sempiternelle idée que tous les maux de la société pourraient être réglés uniquement et exclusivement par le dialogue, et que tout le monde aurait voix au chapitre, et qu'en fait, on est dans une société où on pourra en fait se dire que des discours... Alors après, je sais qu'en France, on a des lois qui sont particulièrement peu efficaces pour contrer certains types de propos, mais en fait, si on se met tous autour d'une table, on est bien d'accord pour dire que toutes les paroles ne se valent pas, et qu'il y a certaines paroles en fait qui sont juste persona non grata, d'après moi et d'après, je pense, l'ensemble de nos auditeurs sur la voie publique. C'est-à-dire que il y a des positions qui sont de l'ordre quand même, on parle de génocide qui sont motivés par des critères ethniques ou religieux, ça c'est quand même hors de propos. Il y a quand même on vit quand même dans une société avec une partie composante qui appartient à l'extrême droite, qui est fasciste, qui est efficace, qui, même si elle est minoritaire, elle arrive à avoir un champ d'action beaucoup plus grand, on va dire, sur le glissement de l'opinion qu'un autre camp qui est présenté comme une extrémité. Mais moi, je pense que aussi une grosse erreur qu'on fait, et qui est aussi empruntée à la non-violence, c'est de mettre, par exemple, les fascistes et les antifascistes dos à dos, en s'imaginant en fait pouvoir se sauver une place quelque part au milieu de la décence et de la recherche de la décence morale. Moi, je pense que ce qui intéresse le militant et ce qui doit motiver le militant, et c'est pour ça aussi que on arrive à une hyper individualisation des comportements qui me semble pas forcément très bénéfique. Mais la question, c'est plutôt de savoir sur le global, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des événements tels qu'ils se déroulent. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, comment dire? Moi, je suis vraiment dans ce discours de spectre de la résistance et de spectre des modes d'ensemble de modes d'action et de continuité des modes d'action. On parle, il y a quelqu'un qui parle justement de full spectrum résistance dans le chat. Oui, c'est exactement de là que je tire ce point de vue. C'est qu'il doit y avoir une continuité entre les gens qui font des pétitions à un bout du spectre et des gens qui font de l'action directe à son bout opposé, en fait, parce que ce sont des actions qui vont dans
qui peuvent aller dans le même sens. Et quand je vois des personnes médiatiques ou politiques disqualifier les violences en manifestation. Alors, les violences en manifestation, c'est un point particulier, mais dire que la manifestation a été gâchée à cause des violences, pour reprendre les termes d'un député qu'un député a eu il y a quelques semaines, c'est quelqu'un qui se coupe d'une partie stratégie, d'une partie du champ d'action, et qui essaye de revenir dans ce dogme de la discussion, du vote qui va tout résoudre, etc., alors qu'historiquement, ça tient pas la route, en fait. Ça tient pas du tout la route. Le problème, c'est que lui, il a un poste à briguer, il faut que ce poste, il a un intérêt, et donc, du coup, pour que ce poste, il continue de préserver son intérêt, faut surtout pas qu'en fait, on glisse dans des idées complètement saugrenues, comme l'idée qu'on pourrait se mobiliser par nous-mêmes, s'organiser par nous-mêmes, et sans avoir constamment besoin en permanence, et nécessairement, de ces institutions-là, en fait, aussi. C'est qu'en fait, c'est un double placement. C'est qu'en fait, c'est compliqué d'attendre d'un député du gouvernement, appartenant aux institutions, de se prononcer ouvertement pour la diversité des tactiques, pour les violences, parce qu'en fait, là-dessus, en fait, on est en train de quelque part un peu de lui voler ce travail qui nous a lui-même un petit peu volé en s'auréolant de légitimité accordée. De la représentativité. Bien sûr. Il y a ces champs-là de la politique qui rentrent en confrontation, et là où ça coûte le plus, c'est à la gauche, évidemment. Ça, tout à fait. Je te propose qu'on se fasse une petite pause. Ok. Et puis on rattaque après avec le sujet de la récupération. Avec le sujet de la récupération. Qui est le plus important, en fait. Tout à fait. Petite pause avec une capsule, parce qu'on parle de violence, notamment de violence d'État, mais il y a aussi d'autres problèmes de violence qui sont les violences familiales et conjugales. Donc petite capsule, petit moment de musique, petit jingle, et on revient dans 3 minutes. Voilà. Finement, les violences conjugales et intrafamiliales s'accentuent. Confiné avec un conjoint, un père violent, le risque peut être plus grand. Mais vous n'êtes pas seul. S'il est déconseillé de sortir, il n'est pas interdit de fuir. Si vous ou l'une de vos proches est victime de violences à son domicile, il existe des numéros, des associations que vous pouvez contacter. Le 3919 est le numéro gouvernemental contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez également contacter Viol Femmes Information au 0800 05 95 95. Ces 2 numéros vous accompagneront en ce qui concerne des démarches de plainte, d'éloignement ou simplement pour des conseils. Si vous ou votre proche résidez en Île-de-France, le centre Hubertine Auclair met à votre disposition sur Internet une carte des associations qui accompagnent sur orientationviolence.hubertine.fr. Où que vous soyez, vous pouvez aussi contacter le planning familial le plus proche. Vous n'êtes pas seul. Sur Terre, il existe des pierres au pouvoir magique. Rubis, saphir, tant de gemmes aux vertus tantriques. L'agate procure stabilité intérieure. Quant à l'ambre, elle dégage vitalité et chaleur. À chacun de trouver celle qui résonne avec son cœur. Moi, c'est les gros pavés tout durs qu'on balance sur la flicaille, qu'on ramasse et qu'on lance en criant ouais, oh, ouais, oh. Ouais, les gros pavés tout durs qu'on trouve sous les barricades, qu'on ramasse et qu'on lance en criant ouais, oh, ouais, oh. J'ai longtemps cru que mon cristal de prédilection était le lapis lazuli pour ses dispositions. À relaxer les nerfs, oui, mais seulement voilà. Il existe une
une pierre qui me calme bien mieux que ça. Ouais, j'ai enfin trouvé celle qui résonne avec mon cœur. Moi, c'est les gros pavés tout durs qu'on balance sur la flicaille, qu'on ramasse et qu'on lance en criant ouais, oh, ouais, oh. Ouais, les gros pavés tout durs qu'on trouve sous les barricades, qu'on ramasse et qu'on lance en criant ouais, oh, ouais, oh. Et quand je serai fossile, que je serai plus qu'un gros caillou, j'espère que mes descendants se serviront de mes genoux comme d'un gros pavé tout dur qu'on balance sur la flicaille, qu'on ramasse et qu'on lance en criant ouais, oh, ouais, oh. Ouais, un gros pavé tout dur qu'on trouve sous les barricades, qu'on ramasse et qu'on lance en criant ouais, oh, ouais, oh. Ouais, un gros pavé tout dur qu'on ramasse et qu'on lance en criant ouais, oh, ouais, oh. Ouais, un gros pavé tout dur qu'on ramasse et qu'on lance en criant nique la police. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Radio. Il faut un mouvement social qui peut brûler des voitures. Pirate! Mais avec un objectif. Donc, merci d'avoir patienté pendant cette interlude. Si vous êtes encore là, maintenant nous allons aborder la question de la récupération par les luttes non violentes et pourquoi c'est la cause en fait de nos échecs. Donc, je suis toujours à la trace le livre de Peter Gelderloos. Et donc, la question de la récupération, c'est de s'interroger sur comment en fait comme on les présentait tout à l'heure, des militants pacifistes vont en fait, si vous voulez, tout simplement pourrir la continuité de la lutte. Ce qui se passe, par exemple, lors d'une manifestation, c'est qu'on a divers courants, comme la gauche, on le sait, c'est quelque chose qui est fragmenté, qui est fragmentable et qui est toujours refragmentable, en permanence avec des divergences d'idées qui peuvent être très fortes. L'idée, c'est quand même de pouvoir opposer, si vous voulez, une résistance collective à un ordre établi qui serait pire que tout ce qu'on pourrait penser collectivement les uns des autres. Après, certainement à quelques exceptions près, je ne parle bien sûr pas de rouge-brun ou de gens qui se serviraient des luttes pour justifier leur racisme, leur transphobie, leur homophobie, ne sais-je. La question de la récupération, en fait, elle nous coûte parce que ce qui se passe globalement, c'est que quand on oppose l'idée du manifestant non violent avec le manifestant violent, on a souvent cette phrase qui revient, et cette phrase elle est encore revenue, hein, elle est revenue dans la bouche de pas mal de militants, aussi bien nouveaux qu'anciens, que par exemple lors des manifestations de loi sécurité globale, ceux qui avaient brûlé des Mercedes ou cassé ou fait des feux de poubelle, ils avaient décrédibilisé le mouvement. Et en fait, c'est comme ça, si vous voulez, qu'on se coupe de toute chance de pouvoir imposer si vous voulez, une opinion, en tout cas un courant, à assurer une lutte plus profitable. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème de la récupération, c'est l'idée qu'en fait, le mouvement social, il serait composé d'individus qui pourraient se mouvoir librement dans la société de façon totalement libre et qu'on aurait en fait une tribune, un écho comme peuvent l'avoir en fait les gens qui sont aux commandes. Ce qui est absolument pas le cas, en fait. Ça, c'est une vision qui est assez naïve. Et c'est aussi l'idée qu'en fait, l'État, ce serait une représentation neutre et ahistorique, finalement, une forme de construction parfaite qui permettrait de représenter toutes les idées. Évidemment, c'est pas le cas non plus. La question de la récupération, elle nous pose donc problème en ces sens-là, que ce qui se passe, c'est qu'il y a des luttes qui vont émerger et très vite, en fait, elles vont être noyautées par des militants pacifistes qui vont soit jouer des rôles assez hallucinants. Je ne sais pas si vous vous rappelez, notamment Extinction Rebellion avait occupé Italie 2, pourquoi pas. Italie 2, c'est un centre commercial à Paris, pour ceux qui ne savent pas, mais c'est sans grande importance. Et ils s'étaient mis à fliquer, en fait, eux-mêmes le mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait, il me semble, une congrégation aussi des Gilets jaunes qui étaient avec eux et une partie du collectif Adama qui était avec eux sur les lieux. Et il y a donc des slogans contre la police qui ont fleuri à droite à gauche et des militants très sérieux, avec un ton très sérieux d'Extinction Rebellion, ont demandé à ce que ce soit effacé. On a eu également cette interview assez saisissante, que vous pouvez regarder, d'une activiste de Extinction Rebellion face à Tahabouaf sur Arrêt sur Image. Arrêt sur Image. Ouais, faut quand même dire que là, on a encore une question de récupération de la lutte, c'est que la lutte, c'est qu'il faut un moral de guerrier pour rester non violent.
C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons pas l'option de la non-violence parce que fondamentalement, si on refuse de s'opposer à des projets qui sont destructeurs et qu'on refuse d'y accorder des moyens conséquents, ce qui se passe, c'est que ces projets destructeurs, ils ont lieu et donc ces violences, finalement, là, elles ont quand même lieu. La question de la récupération, c'est se dire qu'avec des gens comme Eugène Sharp, il y a quand même des gens qui conçoivent qu'en fait, on pourrait passer via un simple manuel d'une dictature à une démocratie. Et dans son livre, du coup, qui s'appelle L'échec de la non-violence, Peter Gelderloos, il revient sur tous les mouvements sociaux des 30 dernières années, je dirais, et on constate en fait à répétition que tous les mouvements qui sont noyautés par des activistes non violents, ce qui se passe, c'est qu'ils finissent par collaborer avec, par exemple, les États-Unis pour développer leur programme constitutionnel ou pour prendre certaines directions avec les financements, par exemple, de Soros. Et donc, comme je disais, avec Eugène Sharp. Voilà. Je te laisse enchaîner, Nico, sur cette question de la récupération. Ouais, non, tu parlais de la fragmentation, effectivement. Bah, déjà cette question de la non-violence, évidemment, elle fragmente. Enfin, c'est le sujet qui fait débat et qui divise tout le monde et qui permet de diviser à peu de frais les luttes. Alors, il y en a d'autres, évidemment, mais je me suis amusé à faire le petit générique qu'on entendait juste avant sur ta recommandation où tu me rappelais la phrase de Bourdieu qui disait il faut un mouvement social qui peut brûler des voitures mais avec un objectif. Et le point il est là, c'est que on a le mouvement social qui a un objectif, mais qui va refuser de mordicus de brûler des voitures, d'avoir vraiment une puissance subversive et vraiment de montrer les bras, alors que quand on pense à des mouvements typiquement comme ce qu'il y a eu en mai 68, des mouvements qui étaient victorieux ou le Front populaire, il y avait le Front populaire, il y avait des mouvements armés dedans. Au sortir de la guerre, les communistes étaient encore armés. Ça revient dans une conférence c'est Franck Lepage qui le rappelle dans une de ses conférences gesticulées. Un disclaimer sur Franck Lepage, bravo. Comment? Alors on va devoir faire un disclaimer sur Franck Lepage. Ouais, c'est Franck Lepage en ce moment. Compliqué. Mais c'est vrai, effectivement. Mais comment dire, c'est le côté avant, il y avait des mouvements sociaux qui étaient armés, qui foutaient le feu à des bâtiments, qui menaçaient physiquement les gens et historiquement parlant, ces mouvements-là ont été conquérants. Là, maintenant, on est plus on est essentiellement dans de la posture, comme je disais en édito, défensive, où on essaye de où on essaye d'éviter la casse sociale, mais surtout il faut pas qu'on fasse de vagues. Alors que on se fait littéralement défoncer la gueule. Et quand j'entends qu'il faut avoir un moral de guerrier pour être non violent, moi il y a un truc qui me choque, c'est l'utilisation de la rhétorique violente, de la rhétorique guerrière pour de la non-violence, et c'est quelque chose que Frantz Fanon développe dans son introduction sur la violence dans son livre Les damnés de la terre. Fanon qui est un écrivain dont on parle peu, dont on parle à mon avis trop peu dans la gauche, dans la théorie de gauche, parce qu'il a justement été disqualifié en disant que la violence était quelque chose de nécessaire quand on est dans une lutte. Il était engagé dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, et c'est quelqu'un qui a nourri théoriquement cette indépendance, y compris sur le plan de la violence. De toute façon, la violence, en fait, elle est déjà là, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la violence, elle est déjà là. Alors, on peut, nous, se placer sur notre piédestal de grand étudiant diplômé de lettres, de sciences ou d'économie, comment ça s'appelait, ES, quand ça existait encore, et se dire
Tout à fait. De mon rocher, je vois que je suis contre tout le monde est contre la violence, hein, ça c'est vrai. Ça, c'est... Évidemment, a priori, on est tous contre la violence, je pense. C'est pas ce qui nous anime, et d'ailleurs, c'est pas le moteur hein, même de ceux qui s'empruntent, qui se rejoignent à des actions directes. Parce qu'encore une fois, la question, comme on disait, c'était que Pierre Bourdieu, il dit que c'est stratégique. Enfin, il dit qu'il faut que ce soit stratégique. Là-dessus, évidemment, je vais donner de leçons à personne et surtout pas aux militants activistes avec du Pierre Bourdieu, parce que évidemment, je sais ce qu'on peut penser de Pierre Bourdieu, que ça reste timide et que c'est pas, enfin, c'est évidemment pas un révolutionnaire. Donc évidemment, cette petite phrase, moi, elle me fait rigoler parce que ça montre qu'au moins là-dessus, il glissait un petit peu, enfin, il roulait un petit peu avec nous. Et j'en perds le fil, mais la question c'était. La question, c'est de la stratégie. Parce qu'évidemment, dire qu'il faut... c'est pour ça qu'en fait, on ne parle pas forcément de violence, on va parler plutôt de la pluralité des tactiques. Et là où la récupération fait mal, c'est qu'en fait, si vous voulez, c'est les comportements. Et les comportements de manifestation, dans une manifestation, il faut que tout le monde puisse s'exprimer dans la mesure de ce qui est, on va dire, raisonnable. Mais ce qui est raisonnable, pour moi, c'est qu'en fait, c'est simplement que les manifestants ne commencent pas à se mettre sur la gueule entre eux, qu'il n'y ait pas des... Enfin, qu'on ne commence pas à tuer des gens... lambda, enfin, qu'on arrive à des dérives en fait d'une violence qui en fait les dérives sont autoritaires en fait. La violence en elle-même, je pense pas qu'elle porte, elle porte seulement l'autorité, c'est-à-dire de son efficacité. Il y a aussi des conditions dans lesquelles elle est placée, et c'est le seul jeu, c'est-à-dire c'est la seule marge qui permet de faire avancer, enfin qui permet de faire avancer les choses. C'est-à-dire non pas la violence en elle-même, mais le fait qu'on puisse avoir une pluralité de tactiques. Et en fait, là où le mouvement social, il se perd et où il est récupéré, il est instrumentalisé pour qu'ensuite on puisse vendre des livres, parler, se faire élire sur des programmes, des projets qui sont en fait, qui sont à la base, appartiennent à tous les militants, hein, sont à tous. Ce qui se passe, c'est que on va avoir cette dichotomie de la violence qui est inefficiente. Et alors qu'il faut comprendre qu'en fait, plus le mouvement social, il inspirera, on va dire, de la peur et des craintes aux institutions, aux autorités contre lesquelles il se dresse, plus en fait il sera efficace. Et ça, c'est pas simplement, en fait, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un amour ou un goût prononcé pour la violence et surtout pas pour la souffrance. Bien au contraire, en fait, c'est juste la question de se dire que pour qu'on puisse collectivement tous souffrir moins, il faut qu'on puisse dégager un rapport de force. Et ce rapport de force, malgré tout ce qu'on voit, tout ce qui est claironné, tout ce qui est trimballé, etc., il ne fonctionnera pas. Et en fait, là-dessus, j'aimerais revenir, c'est que sur la question de la non-violence, et pourquoi ils veulent des mouvements qui sont effacés, où la violence n'a pas sa place, en fait, c'est parce qu'en fait, on s'imaginerait qu'en fait, la société, c'est nos existences à nous tous, en fait, elle serait juste, on serait juste, en fait, comment dire, une succursale de l'État dans lequel on vit, dans le pays dans lequel on vit. En fait, on est juste une institution, enfin, on n'est même pas une institution, mais en fait, on serait juste un groupe consultatif sur lequel, en gros, on pourrait prendre des idées ou pas et décider de changer telle ou telle chose. Et pour revenir là-dessus, en fait, ce qui est frappant, c'est que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu la Convention citoyenne sur le climat, il me semble que ça s'appelait comme ça. Donc, ils ont réuni des gens très courageux qui ont bossé d'arrache-pied. Et encore une fois, tout comme les militants non violents, je ne doute pas une seule seconde de la volonté et de l'ambition que ces gens peuvent avoir et de comment dire, toute l'énergie qu'ils vont mettre. J'ai pas des doutes là-dessus. Mais là, en fait, on est en train de se réveiller et les gens se réveillent maintenant. On se rend compte qu'en fait, Macron, il a dit qu'au début, il ferait tout, qu'après, il a commencé à dire qu'on va voir ce qu'on peut faire. Et maintenant, il a récupéré le texte. Mais vous comprenez, le texte, il faut d'abord qu'il soit soumis à députés, qu'il soit corrigé, blabla. Et puis, du coup, le texte, il va être vidé. Globalement, en fait, si vous voulez, nos mouvements sociaux, en ce moment, c'est même encore moins bien que un mouvement pour le climat. Parce qu'à partir du moment où on se place dans une rhétorique qui est la rhétorique de la non-violence et du fait qu'en fait, on ne veut pas faire, comment dire, rayonner les mouvements sociaux dans lesquels on s'emploie, on participe, en fait, on se divise juste et on montre juste qu'en fait, on n'a quasiment rien à proposer. Et ce qui se passe, c'est que depuis 2016 et depuis les manifestations de loi travail, il y a eu une escalade de la répression policière que là, maintenant, c'est en train de vraiment péter, les gens sont en train d'exploser et on se retrouve avec des gens qui ne doutaient pas de la police il y a quelques semaines ou quelques mois, qui maintenant se posent vraiment sérieusement des questions. On a même, comment il s'appelle, j'aime bien, c'est un espèce d'éditorialiste un peu bourgeois de droite libérale qui a carrément dit que récemment qu'on était dans un état policier. J'ai plus son nom malheureusement, mais c'était quand même très drôle d'entendre ça dans je l'ai raté celle-là. Consigny, quelque chose comme ça, il me semble. Consigny,
D'accord, Consigny, je sais, je le sais. Bon, je l'ai plus, mais c'était très drôle d'entendre cet homme dire ça de la place où il était, que finalement, avec une police aussi musclée, on était peut-être finalement dans un état policier. Bref. Charles Consigny, oui, d'accord, ok, C'est ça. je situe. Écrivain, chroniqueur de presse et de télévision. Voilà, non, mais je vous dis pas ça pour vous aller voir son travail, hein, c'est pas du tout. Non. Quand je dis que je l'aime bien, c'est évidemment, c'est sarcastique. Voilà. Disclaimer sur Consigny aussi. Ouais, il y a un espèce de positionnement, en fait, c'est un espèce de positionnement éthique, ce positionnement sur la non-violence, soit sur la disqualification de la violence, plus exactement. Mais de l'autre côté, il est quoi elle est où la question que je me pose, c'est de l'autre côté, du côté du pouvoir, du côté du capitalisme bourgeois, à quel moment il y a de l'éthique? Parce que bon, c'est bien joli de se draper dans des postures morales, mais à un moment, faut pas oublier que de l'autre côté, c'est de la corruption. Enfin, on a de la corruption, on a des institutions qui roulent et qui essayent de se maintenir, de maintenir leur stabilité, pour ne pas dire maintenir parfois la carrière, juste la carrière de certaines personnes. Et c'est l'éthique à un moment, c'est pas forcément un calcul, comment dire, stratégique, très efficace. Alors, je dis pas que la violence est souhaitable, je dis pas que la violence est une fin en soi non plus, certainement pas. Et je connais pas de théoricien de la violence enfin, de gens ayant travaillé sur ces questions de violence, d'autodéfense ou autre, qui érigent la violence comme quelque chose de souhaitable, ou en tout cas comme une fin en soi. C'est souhaitable dans le sens de faire coupure et d'avoir une démonstration de force par rapport à un pouvoir quel qu'il soit, mais c'est pas ça la finalité. Quand on reprend Fanon dans la guerre d'indépendance de l'Algérie, la violence, elle sert à s'émanciper du pouvoir colonial. Et il y a une vraie continuité du pouvoir colonial aussi dans la gestion des forces de l'ordre, dans la gestion des banlieues. C'est ce que développe notamment Mathieu Rigouste. Tout ça, ça fait une continuité, et ce rapport à la violence, à la violence de l'État, elle a une vraie continuité, que ce soit à Alger en 1961 ou à Paris en novembre 2015, quand on voit pour l'une des premières fois, les LBD utilisés massivement sur des militants écolos, et où où on a une majorité de l'opinion publique qui applaudit, parce que on a taxé ces gens de terroristes, ou alors de s'exposer au risque terroriste, parce que oui, effectivement, on est dans ce cadre-là, on est un mois après le Bataclan, et du coup, il faut absolument les faire rentrer chez eux, parce que soit ils sont dangereux, soit ils se mettent en danger. Et pour ça, on utilise n'importe quel moyen, y compris les dézinguer à coups de LBD. Donc, il y a quelqu'un qui parlait de refus de la colère dans le chat. Et oui, il y a aussi de ça. C'est la colère n'est pas légitime. L'expression de la colère populaire n'est pas légitime, et c'est quelque chose qui est disqualifié dans le jeu médiatique, alors que, moi, en tant que militant, j'ai tendance souvent à dire oui, la colère est légitime. La colère face à un système qui tue, face à un système policier qui tue, qui mutile, face à une industrialisation qui défonce la planète,
et qui vouent à l'extinction des centaines d'espèces par semaine, oui, c'est légitime d'être en colère. Oui, c'est légitime de se dire, mais arrêtons ça. Engageons le corps dans la bataille et ne disqualifions pas les gens qui vont bousiller un bulldozer qui s'apprête à construire un centre un antépénultième centre commercial inutile en banlieue de telle ou telle ville, quoi. Mais parce qu'en fait, on est aussi toujours, on revient, c'était le sujet c'est qu'en fait, on est toujours dans l'idée qu'il faut qu'il y ait de la conversation et du dialogue et du débat en permanence. Alors qu'en fait, ça, c'est un peu un dogme, parce que moi, j'avais cet exemple génial dans le livre de Gelderloos, qui était, en fait, il me semble, c'était vers Barcelone. Il voulait, comme tu dis, construire un nouveau centre commercial ou je sais pas quoi, et du coup, dégager des gens qui vivaient là, et donc les gens qui vivaient là se sont organisés, bon, ils ont eu de l'aide aussi, ils se sont organisés par eux-mêmes, sans appui de syndicats ou de partis politiques majeurs, et ils se sont opposés frontalement au maire. Et le maire a appelé au dialogue. Et eux, ils ont répondu, ils ont répliqué. Le maire a appelé au dialogue, donc à la négociation. Évidemment que le mouvement militant, il a dit, mais on ne va jamais aller dialoguer avec eux, parce que nous, on n'est pas du tout là pour dire... Quelle négociation? On n'est pas là pour... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire une moitié de centre commercial et laisser une moitié... Enfin, voilà. Des fois, en fait, on nous plonge dans ce qu'on peut appeler globalement des faux dilemmes, mais qui n'en sont pas, des trocs et des manières d'échange. Qu'en fait, il n'y a juste pas besoin de négocier, parce qu'il y a des choses sur lesquelles, en fait, on sera intransigeant et on ne voudra pas céder. Notamment, en fait, je pense que ces gens, ils ont raison de continuer de vouloir pouvoir continuer à exister dignement dans les baraques dans lesquelles ils vivent. Voilà. Pour revenir sur toute cette question de la colère. Alors oui, mais en fait, au-delà même de la colère, on peut être animé par la colère. Donc, je pense qu'il y a deux types de colère. Il y a la colère qui nous anime, parce qu'elle vient de notre quotidien, parce qu'elle vient de ce qu'on subit tous les jours, de ce qu'on se prend, etc. Et ça peut être une question parce qu'on est catégorisé socialement en fonction surtout je dirais, à la fois de son habitus et de son identité, c'est-à-dire de comment on paraît. Et il y a aussi notre colère qui nous viendrait, par exemple, d'idéaux et de choses qui sont encore plus grandes que nous et qui ne nous concernent pas forcément nous individuellement directement et ne touchent pas dans notre quotidien. Mais la colère, c'est pas, enfin, je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur angle pour exprimer ce qu'on veut, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est des réalisations concrètes. Et en fait, c'est tout le contraire en fait, nos objectifs ne correspondent pas aux pratiques. Enfin, les pratiques ne sont pas des traductions directes de ce que sera les objectifs une fois qu'ils seront réalisés. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, par exemple, quand on veut changer une tendance, quand on veut renverser un courant, un mouvement ou ce genre de choses, on est obligé de passer par des étapes et des processus qui sont plus ou moins longs, qui peuvent être très longs. Par exemple, la Révolution française, ça a été très, très long. Et ça ne veut pas dire que le modèle qui va être issu de toute cette lutte et de toutes ces révolutions-là sera forcément catégoriquement violent, en fait. Ça, c'est un contresens. Et ça, c'est ce que Gelderloos, il explique qu'en fait, le problème, c'est pas la violence. Le problème, c'est la coercition. Parce qu'en fait, avec la coercition, on peut tout à fait, sans violence, créer des comportements qui vont en fait installer dans la vie des gens ces formes de violence-là. Comment tu fais la différence entre, enfin, est-ce que tu peux expliquer la différence entre la violence et la coercition? Alors, en fait, peut-être une question piège, hein, mais non, mais c'est bien parce que la coercition, c'est l'idée, par exemple, c'est la hiérarchie. C'est l'idée qu'en fait, il y a un certain ordre et que cet ordre-là, en fait, il doit être tout le temps respecté. Et tant qu'on va continuer de le reproduire, eh ben, on va toujours reproduire ces mêmes mécanismes et ces mêmes violences. Alors qu'en fait, la violence dont on parle, comme on a vu au début, en fait, la violence, déjà, ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire en même temps. C'est ça. Voilà, ça veut tout et rien dire. En fait, c'est une catégorisation. C'est-à-dire qu'en fait, la violence, c'est une vue de l'esprit, globalement. Parce que non pas que la violence n'existerait pas, et on pourrait pas dire oui, ça c'est pas violent, non, ça c'est violent. Mais c'est qu'en fait, c'est pas quelque chose dont on aurait une définition qui serait propre et dure. Et du coup, la définition qu'on a de la violence par le biais culturel, par les médias, c'est une définition qui est très restreinte et qui en fait, c'est un enjeu politique. Voilà.
Donc en fait, c'est un Oui, terme qui est complètement. très, très politique en fait. Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a qu'à le voir. Il y a qu'à le voir dès qu'on l'agite dans le débat public ou dès qu'on a l'occasion de s'en saisir du terme de violence, les disqualifications qui sont demandées au moindre délégué syndical quand il y a une chemise arrachée ou j'en sais rien, alors que voilà, on annonce des vies brisées. Où est la violence, hein, on voit bien qu'on parle pas, on parle pas du tout de la même chose entre justement cette coercition et quelque part comment dire, des actes qui sont mais sans commune mesure avec cette force, cette puissance coercitive, ce rouleau compresseur qui brise des vies et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, si tu permets, je vais pouvoir enchaîner sur, je crois que c'est notre dernière partie, parce qu'il commence déjà à se faire tard. Si ça rapide, ouais, du coup. Très rapide, d'accord. Ça marche. Ouais. Oui, c'était pour revenir très rapidement en fait sur les différents mouvements. Donc on va essayer de faire ça très très vite. Je voulais passer à l'international, mais en fait j'avais un seul exemple qui était probant et qui en fait c'est un exemple qui est dramatique. Encore une fois, j'aimerais rappeler que cette émission n'est pas là pour faire l'apologie de la violence sans sens, la violence directe. C'est pas là pour faire de l'apologie. Disons qu'en fait la question c'est on a des objectifs et en fait on peut accorder nos moyens avec nos objectifs, mais si on accorde nos objectifs avec nos moyens, alors là, on fait rien du tout. Ou en tout cas pas grand-chose. Et du coup, il y avait donc moi j'étais au collège à l'époque, on avait observé une minute de silence suite aux attentats qu'il y avait eu en Espagne à l'occasion en fait de l'implication de l'Espagne dans la guerre en Irak. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant cet attentat tragique et terrible, il y a eu tout un mouvement contre la guerre, mais profondément et résolument pacifique. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous voulez, il y a des millions d'Espagnols qui ont manifesté contre l'implication de l'Espagne dans la guerre d'Irak, et le gouvernement a maintenu sa position et a maintenu le cap. Il a fallu donc un attentat, et un attentat donc ce qui était un attentat islamiste en fait, qui n'était pas du tout un attentat de gauchiste ou de non pas du tout, qui a en fait pencher la balance et a fait que l'Espagne s'est retirée ensuite, a retiré sa participation militaire, en tout cas dans sa plus grande partie, si ce n'est sa totalité, du mouvement de la guerre en Irak. Donc c'est toujours Galderloos qui prend cet exemple, et quand on prend cet exemple, c'est que évidemment on ne valide pas l'attentat, on ne valide pas la personne qui allait se faire péter avec des centaines et des milliers d'innocents. Évidemment que non. Par contre, tout ce qu'on observe, c'est que face à sa propre population, le gouvernement a été moins à l'écoute que face à une menace en fait, une menace qui est donc empreinte d'une forme de violence. C'est pour ça en fait que la question de la violence, elle est toujours conditionnée aux objectifs et elle n'est jamais une réalisation en soi. Parce que là aussi, je suis assez critique puisque j'avais vu on revient rapidement sur les antifas. Il y avait cette question, et cette question, elle est au sein des mouvements antifa, qui est de savoir en fait faire la distinction entre ce qu'on va appeler la violence et on va dire une forme de violence viriliste en fait, qui est une violence qui se plairait à être guerrière, à avoir un culte de lui-même qui s'entretiendrait avec lui-même. Mais globalement, en fait, le but encore une fois, de cette émission, ce n'est pas d'inciter les gens à commettre des actes violents, à donner de la tête partout et tout, mais juste, en fait, vraiment placer l'idée que le mouvement social, il ne pourra être concrètement efficace et il ne pourra amener à des réalisations concrètes que quand, si vous voulez, il y a une transversalité dans les pratiques et quand tout le monde se soutient et comment tout le monde se serre les coudes. Et même si on pourrait croire, parce qu'en fait c'est ce qu'on entend, parce que moi c'est ce qu'on entend, c'est ce que j'entends de la part de la vieille garde, ce que j'entends aussi encore même des jeunes aujourd'hui qui peuvent tenir ce genre de propos, c'est que c'est les casseurs qui salissent nos manifs, pas du tout le fait que toutes nos manifs on doit les déclarer et les enregistrer à la préfecture,
qu'on doit ensuite respecter un certain trajet, on est censé quand même être dans l'opposition. Donc en fait, la question, et c'est pour ça qu'on va finir là-dessus, c'est que ce que dit Peter Gallerlus tout simplement, c'est qu'en fait, la non-violence, elle a perdu le débat et elle ne peut continuer d'exister que parce qu'il y a des gens qui font une sorte de business autour de ça. Alors, pas forcément un business qui sonne en espèces sonnantes et trébuchantes, même si c'est en grande partie ça, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, quasiment toutes les ONG, toutes les grandes figures pacifistes sont des gens qui se vendent à l'international et qui s'inspirent, par exemple les mouvements pacifistes, ils s'inspirent des méthodes. Non, pardon, excuse-moi. C'était les militaires américains qui s'inspiraient des méthodes des pacifistes pour diffuser l'idée d'une résistance pacifique en Irak face à l'invasion américaine. Donc en fait, on arrive toujours à ce point en fait où la non-violence, la non-violence dogmatique, elle est contre-productive et en plus de ça, elle nous coûte parce que si vous voulez, elle aspire nos mouvements sociaux, les révoltes et leur légitimité en fait. Voilà. Donc l'idée de cette émission, c'était comment faire un petit peu un pas pour se dire comment en fait je comprends que même si moi, en tant qu'individu, je ne suis absolument pas capable, je ne me sens pas du tout capable de passer à l'action directe, comment je peux créer en fait un discours plus solidaire avec les gens qui m'entourent, avec les gens avec qui je lutte, et comment en fait on peut faire peser. Et le problème c'est que pour peser, normalement, là c'est vraiment, je parle vraiment quand tu es initié et que tu es de gauche radicale, tu comprends que pour peser, il faut peser forcément sur le rapport de force. Et quand tu es matérialiste, donc c'est-à-dire que tu t'intéresses vraiment à la matérialité des choses et non pas à ce qu'elles paraissent être, on comprend que le rapport de force est la seule chance pour faire influer et dérouler les choses. Donc je finis avec cet exemple très français qui est celui du Front populaire, qui est maquillé aujourd'hui pour nous faire croire que c'est un mouvement qui provenait à la base des institutions politiques. En fait, pas du tout. C'est un mouvement c'est Gérard Noriel qui en parle dans Le Monde diplomatique, si vous avez le temps de voir. Je vais mettre le lien de l'article dans le chat. Je finis très vite là-dessus. C'est Gérard Noriel qui explique que en fait, c'est pas du tout, c'est un mouvement qui est parti de la base, c'est-à-dire que ce sont les prolétaires et les ouvriers eux-mêmes qui se sont mis en mouvement et qu'ils représentaient une telle menace que ce sont les partis politiques qui ont dû s'adosser à eux pour faire porter leurs revendications et pour être sûrs d'être élus. Et ensuite, aujourd'hui, on maquille en disant que suite à l'élection du Front populaire, il y a eu des grandes grèves, alors qu'il faut retenir qu'en fait, avant l'élection du Front populaire, il y a eu des grandes grèves, pendant l'élection, il y en a eu, et après aussi également. Voilà. Et donc, pour finir en ouverture, je dirais que si on regarde sur l'efficacité des... Après, juste, moi, je te fais une petite conclusion, après, je te laisse conclure, Nico. Non, je fais... Vas-y, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de... J'essaie de faire vite, parce que là, il est déjà tard. Ce qu'on peut observer, c'est surtout ces 3 dernières, enfin surtout depuis le début du mandat de Macron, donc là je parle vraiment pour la France, on a des militants il y a des gens qui sont très très motivés, on a des gens qui arrivent aussi de toutes parts avec maintenant que le changement climatique c'est quelque chose qui est quasiment indéniable, il y a des gens qui rejoignent la lutte et qui s'inscrivent et qui s'inscrivent pas toujours dans une démarche ouverte et accueillante, mais plutôt comme s'ils avaient un peu inventé l'eau chaude, comme s'ils avaient découvert la lutte maintenant et qui devaient nous apprendre et qui devaient apprendre aux gens qui luttent depuis plus longtemps qu'eux comment ça fonctionne. Mais globalement, l'idée c'est de savoir comment on peut avoir des mouvements sociaux qui seraient plus efficaces et qu'il faut aussi arrêter de nourrir ce discours de surprise et de stupéfaction à chaque fois que nos mouvements ne parviennent pas à... Parce qu'on ne peut pas s'entretenir avec l'illusion qu'on va gagner juste par une pression, on va dire, qui est juste symbolique et comment dire, organisée, bien rangée et respectueuse du débat, entre guillemets. Voilà, ce sera tout pour moi. Bah, c'est un respect du débat qui est surtout un respect des institutions en tant que telles et des institutions comment dire en place, et c'est aussi ne pas se laisser un levier, ne pas saisir un levier pour faire bouger les choses, que de dire que la violence est illégitime, de disqualifier la violence, c'est vraiment se priver de ce levier, non pas forcément pour faire de la violence, comment dire, sans stratégie, sans vision d'ensemble, mais qu'une vision d'ensemble apporte, elle, du soutien aux personnes qui vont avoir à un moment une expression violente, que ce soit dans les banlieues ou dans les mouvements sociaux.
Voilà. Je sais pas si je suis très clair sur ma conclusion, mais on va quand même finir là-dessus, je pense. Merci à vous, les auditeurs et les auditrices de Radio Pirate. Est-ce que j'ai le planning dans un coin pour parler de l'émission de demain? Je crois que c'est sur le milieu carcéral avec Elvire, notamment. Voilà, justice et système pénitentiaire avec Maxime, Elvire et Gaël. Merci à Claire à la modo et Victoria à la technique. Moi, c'était Nico et merci à Théo d'avoir amené un œil très, très historique à tout ça. C'était très cool. Merci et salut à toutes et à tous. Paix et fraternité. Mais cette arme sur toi est la preuve que tu pratiques la violence. Violence égale ignorance. Mais je suis venu à toi pour te sauver. Bien d'être brutal, sauf la violence morale, la violence du capital, la violence du mal. Casser un carreau est le pire des mots. Pour simplifier l'exploitation, on casse du prolo. Mais faut pas crier, il faut écouter. Accepter le capital, soumission totale. La violence c'est mal, oh la violence c'est mal, la violence c'est mal. La violence c'est mal, c'est vrai, pourquoi se défendre? Mieux vaut apprendre à en mal, insensé, bestial, tout citoyen devrait compter sur la justice impartiale. La violence c'est pas bien, enfin parfois il en faut un peu pour éteindre le feu allumé par des prolos. Ramener tous ces moutons dans le troupeau et rétablir l'ordre, les mater à coups de bâton pour éviter que ça déborde. La violence c'est mal, pourquoi casser, caillasser du flic alors qu'on peut voter pour une révolution pacifique? Rien de plus criminel que des voitures qui crament, ils n'ont qu'à exprimer leur colère dans des ateliers slam. La violence c'est pas bien, même quand on tue l'un des tiens, faut savoir pardonner, après tout on est un pays chrétien. En fait la violence c'est mal, sauf quand elle est patronale, étatique, carcérale, patriarcale, néocoloniale. La violence c'est mal, la violence c'est mal. On nous rabâche sur tous les tons que la violence c'est mal. Ta colère ravale, ta douleur ravale. La violence du capital c'est un état normal. La violence c'est mal, ta violence c'est mal. Ta violence c'est mal, ta violence c'est mal. Certaines communes et certaines parties de communes pourront donc se voir appliquer des mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation des personnes ou des véhicules. Le refus de s'y soumettre pourra donner lieu à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 2 mois d'emprisonnement.